Bonjour à toutes et à tous. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver en ce jeudi 3 avril 2025 pour une nouvelle édition de Défi Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance des entreprises. Au micro, notre duo habituel, Jean-Jacques Dègre, professeur émérite de l'école de droit de la Sorbonne, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et Pierre-Yves Lenaourès, directeur au sein des activités de conseil de KPMG France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à toutes et à tous. Le 6 mars dernier, nous avons eu l'honneur d'accueillir à notre micro messieurs Robert Ophel, président de l'autorité des normes comptables, et Pierre Planchon, membre du directoire de KPMG en France, pour dresser un bilan de la publication des premiers états de durabilité et explorer les perspectives d'évolution de la CSRD. Un échange très instructif que nous vous invitons à découvrir sans attendre dans l'application Radio KPMG ou kpmg.fr. L'émission de ce jour, Jean-Jacques, sera consacrée à l'actualité de la gouvernance des entreprises. Quels sont les sujets à la une aujourd'hui ? Plusieurs thèmes ont retenu notre attention. Le projet de directive Omnibus, la directive Nice 2, le baromètre de l'IFA sur la mixité des instances dirigeantes des entreprises, les recommandations de l'Association française de gestion relative à la gouvernance des entreprises et la réforme du régime des nullités des décisions sociales des sociétés. Puis nous refermerons ce journal avec nos incontournables recommandations de lecture et d'écoute. Commençons notre tour d'horizon de l'actualité de la gouvernance d'entreprise avec le pack Omnibus. La nouvelle Commission européenne, aiguillonnée par les critiques de surréglementation venant de toutes parts et en particulier du monde économique, mais aussi par l'ambiance née de la nouvelle politique des États-Unis, a décidé, en urgence semble-t-il, de procéder à une revue de nombreux textes touchant à la RSE et d'en alléger les contraintes. Oui, Pierre-Yves, c'est pourquoi elle a lancé un premier chantier dénommé PAC Omnibus qui se déroulera en 2 temps. Premier temps, la Commission a rédigé et publié 2 projets de directives qui concernent la directive CSRD sur la durabilité et la directive CS3D sur la vigilance. Le premier reporte leur entrée en vigueur, il est déjà surnommé Stop the Clock. Le second tente à alléger les obligations des entreprises qui y resteront soumises. Que propose la Commission en matière de report des directives CSRD et CS3D ? Elle suggère ce qui suit. L'entrée en vigueur de la directive CSRD pour les entreprises et groupes des vagues 2 et 3 soit reportée de 2 ans pour une première publication en 2028. Et elle suggère également que chaque étape d'entrée en vigueur de la directive CS3D soit reportée d'1 an pour chacune des vagues prévues. Cette première directive visant ces 2 directives devrait être adoptée d'ici la fin du mois de juin, du moins si le projet de la Commission rencontre rapidement l'assentiment des 2 autres institutions de l'Union européenne, ce qui n'est pas garanti en particulier s'agissant du Parlement, bien que celui-ci ait déclaré le 1er avril le projet en urgence. Et concernant le projet de seconde directive visant à alléger les obligations des entreprises déjà soumises à la CSRD, qu'est-ce que propose la Commission ? Le projet déjà présenté vise plusieurs objets. Tout d'abord, relever les seuils de ces 2 directives. Ensuite, alléger globalement les obligations de publication, par exemple en réduisant le nombre de normes ESRS et en supprimant les ESRS sectorielles qui pour l'heure étaient toujours en attente. Créer également une catégorie intermédiaire d'entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, et alléger spécifiquement leurs obligations de publication. Enfin, pérenniser l'exigence d'une assurance limitée des certificateurs de durabilité et abandonner le projet de passer à une assurance raisonnable. Cette seconde directive devrait être adoptée dans les 12 à 18 mois. Donc d'ici l'été 2026 environ. Voilà ce qui concerne le premier temps du pack Omnibus. Qu'en est-il, Jean-Jacques, du second temps que vous avez évoqué ? Au-delà de ces directives, la Commission européenne envisage également un chantier de simplification tous azimuts, en commençant par le règlement taxonomie, pour mieux en articuler les obligations avec celles imposées par la directive durabilité. Qu'en est-il en France, où l'on est doublement en avance, d'une part parce que l'on a été le premier pays à transposer la directive CSRD, d'autre part parce que l'on a également été le premier pays d'Europe à voter une loi sur le devoir de vigilance dès 2017. Conscient de cela, le Sénat a adopté courant mars un amendement qui reporte de 4 ans la mise en œuvre des obligations nées de la directive CSRD pour les entreprises concernées à partir des exercices comptables 2025, soit bien au-delà du délai prévu par la proposition de directive de la Commission. Ce qui ne va pas manquer de semer encore plus la confusion.
Deuxième thème de ce journal, la directive NIS 2 pour Network and Information Security, version 2. Ce texte de décembre 2022 vise à renforcer les mesures de sécurité des systèmes d'information, notamment face aux cybermenaces. Oui, c'est un enjeu très important pour l'Europe puisque la menace cyber progresse et les événements de sécurité en France ont ainsi bondi de 15% en 2024 avec près de 4400 cas déclarés. Pour rappel, la cybersécurité recouvre les mesures techniques et organisationnelles, préventives et correctives qui visent à rendre plus résilients les systèmes d'information, à prévenir les incidents susceptibles de les affecter et à en atténuer les conséquences. La législation européenne a adopté une approche globale depuis sa directive de juillet 2016 dite NIS 1 et son règlement d'avril 2019. Ainsi, une autorité administrative a été créée dans chaque État membre. En France, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, placée sous une autorité européenne, l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, ou ENISA. Et maintenant, la directive NIS 2 doit entrer en vigueur le 17 octobre prochain, Jean-Jacques. Effectivement. Et la France s'est enfin lancée dans le chantier de sa transposition, puisqu'un projet de loi est sur le bureau du Sénat en première lecture et devrait arriver devant l'Assemblée nationale en mai ou en juin. Plus précisément, le projet de loi relatif à, je cite, la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité vise à intégrer 3 textes européens dans le droit français. NIS 2, donc, mais aussi la directive REC qui tente à renforcer la résilience de toutes les infrastructures et services critiques face aux risques et aux crises, et enfin le règlement DORA pour Digital Operational Resilience Act, dédié au secteur financier. Et donc, sur quoi porte la directive NIS 2 ? À s'en tenir à l'essentiel, parce qu'elle est très technique. La directive NIS 2 impose aux entités qualifiées d'essentielles de mieux gérer les risques liés aux tiers. Elle les oblige également à prioriser la protection des systèmes qui constituent les éléments centraux du système d'information. Par ailleurs, ce qui doit être particulièrement noté, la directive accroît la responsabilité des dirigeants en les rendant directement responsables de la conformité en cas de manquement. L'ANSSI sera habilitée à leur imposer des sanctions. Cela pourra inclure une interdiction temporaire de l'exercice des fonctions de direction, ainsi que, pour l'entreprise, des amendes administratives pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu. La gouvernance doit donc d'ores et déjà s'intéresser à ce sujet qui va la concerner directement sous peu. À cet égard, je recommande d'écouter dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr la matinale diffusée le 1er avril dernier qui fait le point sur les cybermenaces et les bonnes pratiques en matière d'hygiène informatique. Poursuivons avec la publication par l'Institut français des administrateurs d'un baromètre dédié à la mixité des instances dirigeantes des entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Oui, Pierre-Yves, avec ce baromètre, l'IFA a voulu faire un état des lieux des avancées en matière de féminisation des instances dirigeantes et proposer des axes d'amélioration. Rappelons à nos auditeurs que l'accès des femmes au conseil d'administration et au comité exécutif a été renforcé grâce à la promulgation des lois Copé-Zimmermann puis Rixain qui ont fixé des objectifs contraignants de féminisation. Quels sont les grands enseignements que l'on peut tirer de ce baromètre ? Tout d'abord, concernant les conseils d'administration, le taux de féminisation est au-delà des 46%, ce qui situe la France en tête du classement européen. Ce taux est toujours en progression, mais à un rythme qui tend à se ralentir. Rappelons que la loi fixe un minimum de 40%. Nous ne sommes pas encore à la parité, mais on s'en approche, à un rythme toutefois très lent. Ensuite, pour ce qui est des comités exécutifs et des comités de direction, on note là aussi une augmentation de la part des femmes qui est aujourd'hui supérieure à 27%, à comparer à l'objectif de 30% fixé par la loi pour 2026. La France se situe là aussi parmi les bons élèves européens. Mais la loi Rixain fixe un second seuil plus ambitieux pour 2030 à 40%. La tendance actuelle permettra-t-elle d'y parvenir ? A priori, non. Il faudrait pour cela que le rythme de féminisation de ces instances s'accélère significativement pour espérer atteindre ce seuil. Et quels sont les constats pour ce qui est des postes de présidente de conseil et de directrice générale ? En 2025, le SBF 120 compte 13 présidentes
ou président-directeur général de conseil, nombre inchangé depuis l'année dernière, alors que celui de directrice générale a diminué par rapport à 2024, passant de 14 à 12. Si la dynamique pourrait être meilleure, ces chiffres font toutefois de la France l'un des leaders européens en matière de mixité. Il faut regarder le verre à moitié plein. D'autres informations intéressantes à partager avec nos auditeurs ? Le baromètre relève encore que les administratrices ont une proportion significativement plus élevée de mandats indépendants, qu'elles sont plus souvent de nationalité étrangère et qu'elles occupent moins souvent des rôles exécutifs que leurs homologues masculins. Même si la tendance est globalement positive, il reste donc encore des zones de progression pour atteindre vraiment la parité au sein des instances dirigeantes. Thème suivant, Jean-Jacques, l'Association française de gestion publie chaque début d'année ses recommandations relatives à la gouvernance des entreprises pour tirer les enseignements de l'exercice passé et servir de guide aux sociétés de gestion à la veille des assemblées annuelles des entreprises cotées. Quelles sont les principales nouveautés pour 2025 ? 6 recommandations sont proposées par l'AFG. En premier, l'association recommande une plus grande implication des conseils pour garantir la qualité de l'information, qu'elle soit financière ou extra-financière. Elle estime que les conseils d'administration doivent s'assurer de la mise en place de procédures robustes pour la collecte des données. Elle estime également que les conseils doivent s'impliquer dans l'évaluation de la double matérialité et elle souhaite une bonne coordination entre le conseil et les comités spécialisés et entre ceux-ci, en particulier s'agissant du comité RSE et du comité d'audit. Ensuite, s'agissant des certificateurs, tant des comptes que des informations extra-financières, l'AFG promeut la mise en place d'un processus rigoureux de sélection et demande une présentation distincte et claire des honoraires des différentes missions d'audit financier, d'audit de durabilité et de conseil. Enfin, toujours sur ce thème, elle attend des auditeurs une transparence s'agissant des éléments retenus pour motiver leurs conclusions. Au-delà, l'association recommande de prêter attention au risque de conflit d'intérêts lorsque le conseil mandate des prestataires externes. L'association recommande ensuite de veiller au respect de la démocratie actionnariale. Oui, en particulier en limitant le recours aux droits de vote multiples qui sont pourtant désormais permis lors d'une première introduction sur un marché réglementé. Elle reste très attachée au principe une action, une voix. Par ailleurs, elle invite les conseils à prêter une attention particulière aux oppositions des actionnaires à certains projets de résolution. On peut penser au CNP, au CN Climate. Elle leur recommande de s'attacher à comprendre les raisons de cette opposition et de porter à la connaissance des actionnaires les éventuelles évolutions envisagées pour tenir compte de ce vote. Enfin, les gestionnaires s'inquiètent de la possibilité nouvelle offerte au conseil de déléguer sans limite de décote les augmentations de capital par offre publique, sans droit préférentiel de souscription, et demandent que les émetteurs prévoient d'eux-mêmes une décote maximale. Dernier sujet de ce tour de l'actualité de la gouvernance d'entreprise avec la réforme du régime des nullités des décisions sociales des sociétés. Une ordonnance du 12 mars dernier a profondément réformé ce pan du droit des sociétés. Le gouvernement a voulu revoir un régime devenu confus, complexe et surtout aléatoire, défaut résultant d'ajouts successifs sans réflexion globale. L'ordonnance cherche à redonner une cohérence à cet ensemble, mais surtout à neutraliser le plus possible le risque et les conséquences des nullités des décisions sociales. 2 préoccupations majeures ont été officiellement prises en compte par les rédacteurs de l'ordonnance, sécuriser et simplifier le droit des nullités en ce domaine. Commençons par l'objectif de simplification parce qu'il est le départ du reste. 2 points seront particulièrement importants en pratique. Le premier est la définition des éléments qui pourront être annulés. Jusque-là, les textes visaient largement les actes et délibérations, donc tant les décisions des organes sociaux que les conventions que ceux-ci pouvaient conclure. Dorénavant, la nullité ne pourra plus impacter que les décisions sociales elles-mêmes, non l'éventuelle convention que l'une d'elles pourrait avoir conduit à conclure. Les décisions sociales sont au premier chef celles des organes de direction et d'administration ou de surveillance, mais aussi les résolutions des assemblées d'associés ou d'obligataires. Le second point est relatif à la sanction de la violation des statuts. L'ordonnance écarte toute nullité pour simple violation des statuts. Une exception cependant pour les SAS, à condition que les statuts le prévoient expressément. Et concernant l'autre objectif, celui de sécurisation,
c'est le plus impactant par rapport au régime actuel. L'objectif avéré est de limiter les conséquences d'une irrégularité. 3 mécanismes sont retenus à cet effet qui sont cumulatifs. Le premier tient à la réduction à 2 ans du délai de prescription au lieu de 3 actuellement. Le deuxième est relatif au rôle du juge. Celui-ci ne pourra désormais prononcer la nullité d'une décision sociale que si 3 conditions sont remplies cumulativement. 1. Que la décision irrégulière fasse grief au demandeur, associé ou tiers. 2. Que l'irrégularité ait influencé le sens de la décision. 3. Que la nullité de la décision n'entraîne pas des conséquences disproportionnées pour la société. Et si la nullité est justifiée à l'arrivée, le juge pourra en différer les effets dans le temps. Le dernier mécanisme est relatif aux effets d'une nullité pour irrégularité de composition d'un organe social. Si elle est prononcée, elle ne pourra plus entraîner l'annulation des décisions prises par celui-ci, ce qu'on appelle les nullités en cascade. Enfin, signalons que l'action en nullité des augmentations de capital est quasiment neutralisée. Dans les sociétés cotées, elle ne sera plus possible. Dans les autres, elle sera enfermée dans un délai de 3 mois. Autant dire qu'une action en nullité deviendra le parcours du combattant. Ce tour d'horizon de l'actualité est maintenant terminé. Avant de refermer ce journal, quels sont vos conseils de lecture ? J'ai plusieurs suggestions à faire à nos auditeurs. Tout d'abord, comme évoqué dans ce journal, le baromètre publié par l'IFA sur la mixité des instances dirigeantes des entreprises et le rapport de l'AFG sur la gouvernance d'entreprise. Ensuite, la série de chroniques consacrée à l'intelligence artificielle qu'a lancée Radio KPMG en février. Ces chroniques sont destinées à éclairer les entreprises et leur gouvernance sur les enjeux opérationnels, stratégiques et réglementaires liés à cette technologie. Je compléterai vos suggestions, Jean-Jacques, en invitant nos auditeurs à nous suivre sur nos pages LinkedIn, KPMG France, KPMG Business Experience et bien entendu KPMG Avocat. Enfin, nous vous invitons à écouter sans modération les précédentes émissions de Défi Gouvernance ainsi que les autres émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application disponible dans l'App Store ou Google Play. Cette émission touche à sa fin. Merci de votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous le 30 avril prochain pour une interview toujours consacrée à un sujet d'actualité au cœur des préoccupations des administrateurs, membres de comités spécialisés et dirigeants. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.